Parfait. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci à l'équipe d'Invivox, à Marion d'avoir tout fait pour être prêt pour cette présentation. Je suis ravi de pouvoir partager un petit peu l'expérience de Getting You. Vous verrez qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais je vais essayer aussi de rester dans le concret et de vous faire partager un petit peu la vision qu'on a du développement durable dans une société suédoise qui s'appelle Getting You. Donc en gros, nous, on aspire en tant que Getting You à être vu par le marché et par nos clients comme un acteur dans lequel on peut avoir confiance. Ce serait vraiment à ça qu'on aspire dans le futur. Et pour y arriver, on a mis en place un certain nombre d'actions et une stratégie qui est vraiment tournée vers le développement durable. Alors, Getting You, en un mot, c'est une société qui a été créée en 1904, il y a très longtemps. C'est un spin-off d'une société suédoise qui s'appelait Electrolux, qui est arrivée en 1989. Et depuis 1989 à nos jours, on est le fruit d'un peu plus de 70 acquisitions successives. On est une société suédoise basée à Göteborg. On fait un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est à peu près 11 000 collaborateurs dans le monde. Vous voyez qu'on a une base de clients actifs qui est importante, plus de 25 000 clients actifs, et que nos ventes sont essentiellement tournées vers l'hospitalier. On a 3 gammes de produits différentes. La première, qu'on appelle Acute Care Therapy, c'est tout ce qui est des dispositifs cardiovasculaires, cardiothoraciques, cardiopulmonaires, mais aussi des machines d'anesthésie et de ventilation pulmonaire. On a une deuxième gamme de produits qu'on appelle Surgical Workflows, et ça, c'est la combinaison de tous les dispositifs qui vont rentrer dans le bloc opératoire, comme des tables de bloc opératoire, des éclairages ou la télémédecine, mais aussi tout ce qui est dispositif de décontamination et la partie stérilisation de l'hôpital ou des cliniques. Et puis la dernière gamme de produits qu'on appelle Life Science, c'est des dispositifs de décontamination et stérilisation, mais aussi de transfert aseptique. Et la base de clients est cette fois-ci complètement différente, puisque les clients sont l'industrie pharmaceutique et l'industrie du nucléaire. Alors moi, je m'appelle Guillaume Julien, je suis français, je suis basé à Barcelone depuis maintenant 4 ans et demi. J'ai rejoint Getting You il y a bientôt 9 ans. Et avant ça, j'ai passé 12 ans, merveilleuses années chez Ipsen, où j'ai pu travailler avec Julien au début des années 2000. D'abord, j'étais basé en Asie, où j'ai fait mon VIE pendant 2 ans au Vietnam. Et puis ensuite, j'ai pris la responsabilité commerciale de la région Afrique Dom-Tom pendant 4 ans. Et puis en 2006, je suis passé du côté obscur de la force, du côté RH. On m'avait vendu ça comme une mission de 6 mois. Et puis 14 ans après, je suis toujours dans les RH et je m'épanouis pleinement dans cette fonction en proximité du business. Je suis aujourd'hui en charge de toute la population commerciale et technique chez Getting You. Donc, c'est un peu moins de 5 000 personnes sur les 11 000 du groupe. Et on a à peu près une quarantaine de filiales commerciales dans les différents pays. Et on est organisé en 10 régions commerciales. Alors, je reviens sur un peu l'hypercroissance, parce que l'hypercroissance, elle est essentiellement due à la crise, à la pandémie de Covid et au fait que notre activité cardio-pulmonaire et de ventilation pulmonaire rentrait dans le traitement de base du Covid. Donc, on a vu nos ventes qui ont explosé sur les appareils de ventilation, où en temps normal, on vend à peu près 10 000 ventilateurs de réa. Et l'année dernière, on en a vendu entre 26 et 27 000, donc on a quasiment triplé. Et ceci étant, à côté de ça, tout le reste, le gros de l'activité aussi, désinfection, stérilisation, bloc opératoire, a été en berne et en chute drastique l'année dernière, puisque les opérations, les blocs opératoires ont tourné au ralenti, mais la partie Covid a plus que compensé la partie en berne. Sur les 3 dernières années, on grossissait à peu près de 4 à 5% par an, alors que le secteur est plutôt en croissance entre 2 et 3%. Et puis l'année dernière, on va avoir une croissance assez phénoménale. Mais ceci étant, on n'a pas attendu à revenir à cette croissance pour investir sur le développement durable. Ça, je voulais partager avec vous les 4 grands piliers qu'on a au niveau de notre stratégie RH. Le premier, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir bâtir une société qui va être moderne, bienveillante, où on va avoir des modes de travail qui vont être flexibles et agiles.
Le deuxième pilier, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir aussi sélectionner les collaborateurs et collaboratrices qui vont pouvoir s'épanouir et être heureux dans la société. On a plein de talents qui sont peut-être pas faits pour être heureux chez nous. Et donc, cette alchimie qu'on doit trouver avec les bons profils, non seulement les bons savoir-faire, mais aussi les bons savoir-être, c'est quelque chose de très important et la sélection est importante chez nous. Le troisième pilier, qui est celui dont je vais parler un petit peu, c'est le développement durable et qui est assez large, c'est au cœur de notre stratégie RH. Et puis le dernier pilier, c'est aussi en tant que fonction RH, d'être une fonction qui va être en lien avec le business, où on va pouvoir industrialiser, simplifier, rendre digital la plupart de nos processus pour donner le maximum de responsabilité aux managers et pour nous concentrer plutôt sur un appui aux opérationnels sur les aspects plutôt soft, développement des talents, sélection, RH. Le développement durable, on ne le voit absolument pas comme une contrainte au niveau entreprise et au niveau, je pense que c'est un petit peu l'ADN suédois. On ne le voit pas comme une contrainte, on le voit comme une opportunité. Et je pense qu'au plus on va investir, au mieux on va investir dans le développement durable, au plus on va avoir un retour sur investissement aussi à terme vis-à-vis des collaborateurs de l'entreprise, vis-à-vis des actionnaires et aussi vis-à-vis des clients finaux. Donc, on essaie d'équilibrer un petit peu ce triangle-là et d'avoir des actions qui sont orientées sur ces trois différents publics qui ont en commun le succès de l'entreprise. Alors, quand on zoome sur le développement durable, on a une définition qui est propre à Gettinger, de ce qu'on inclut dedans. En fait, il y a 4 grands piliers majeurs. Le premier, c'est d'avoir des collaborateurs qui vont être engagés, motivés. Et ça passe par faire de Gettinger une société qui soit apprenante, mais une société qui soit bienveillante et dans laquelle on ait un environnement de travail qui soit satisfaisant pour les collaborateurs et dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir et être heureux. La deuxième chose, qui pourrait, à mon avis, être la première, c'est l'aspect qualité et culture de la qualité. Si on n'est pas capable de délivrer des produits de qualité, on va nulle part. Et pour délivrer des produits de qualité, il faut qu'on ait une recherche constante de la qualité dans tout ce qu'on fait, aussi bien dans les profils de personnes, aussi bien dans les process, aussi bien dans nos règles de fonctionnement, mais aussi avoir un état d'esprit d'amélioration continue dans tout ce qu'on fait. Le troisième pilier, c'est le plus connu, en tout cas, du développement durable, c'est la responsabilité sociétale, dans lequel on va inclure non seulement le développement durable et réduire l'impact qu'on a sur la planète, mais aussi la partie rendre une partie du succès à la société dans laquelle on vit. Comment est-ce qu'on peut redistribuer aussi une partie de la performance en externe? Et puis l'aspect s'assurer qu'on va sécuriser la santé des collaborateurs au travail. Et le dernier aspect qui est aussi extrêmement important, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une éthique de travail et un leadership responsable pour avoir la bonne culture de travail au sein de l'entreprise. Ça va passer par une adhérence très forte à Ethics in Compliance, mais aussi les bonnes valeurs et puis aussi s'assurer qu'on va avoir une bonne diversité au sein de la société. Alors, je vais essayer d'illustrer ça avec des exemples très concrets sur ces différents aspects dans les prochaines minutes. Le premier élément, c'est la diversité. On a au sein de Global Sales que 25% de femmes aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup, sur les 4500 collaborateurs, on a déjà quasiment 2000 personnes qui sont dans des métiers très techniques où il y a malheureusement trop peu de femmes aujourd'hui. Mais malgré ça, on a presque un tiers des positions de direction générale ou de direction de pays qui sont occupées par des femmes. Et on n'est pas du tout dans une discrimination positive chez Gettinger. Mais par contre, on veut avoir le choix, avoir la possibilité de choisir. Et donc, concrètement, le CCO à qui je reporte et moi, on refuse de commencer les entretiens sur des postes de direction générale si on n'a pas dans la shortlist de candidats au moins une ou deux femmes qui correspondent aux spécifications de ce qu'on attend. Et quand on fait ça uniquement,
on se rend compte l'année dernière que dans 52% des recrutements, on a sélectionné des femmes. Donc, quand on se donne la possibilité de choisir, eh ben, il n'y a pas de discrimination positive ou négative à faire. Dans la moitié des cas, on va recruter des femmes. Et vous voyez bien que la part de femmes qui représente 29% dans les rôles managériaux, si on continue à recruter dans 50% des cas des femmes, très rapidement, on va passer à 35 ou 40%. Et notre leitmotiv sur la diversité, c'est d'être à 50% de femmes. Tout ce qui serait en dessous de 50% serait anormal aujourd'hui. En tout cas, nous, on le considère chez Getting. Donc, on ne veut pas s'arrêter à 30 ou 35 ou 40%, mais 50% est un objectif qui va être atteignable et qui est pour nous réaliste. Tout ce qui est succession planning, c'est un sujet que énormément de sociétés travaillent très bien. Donc, on a un processus qui est assez élaboré, assez mature, où on a des talents identifiés, des gens qui sont en capacité d'apprendre très rapidement et d'évoluer rapidement. Ça représente à peu près 1,6%. La spécificité, c'est qu'on a une partie de ce talent pool qui est des gens qui sont externes. Donc, moi, je passe toutes les semaines, je discute avec une ou deux personnes en externe. Donc, pour arriver à 19 talents externes, j'ai certainement discuté avec plus de 100 personnes l'année dernière, pour arriver à bâtir des ponts avec des gens qui sont en poste dans d'autres sociétés, avec qui on a envie de discuter, de commencer une relation. Et si on voit qu'il peut y avoir un bon match, être plutôt proactif, et si jamais on a une position vacante, ne pas avoir à lancer un recrutement avec un cabinet qui va prendre du temps, qui va être des fois source de risque, mais avoir déjà proactivement préparé notre succession. Et on a deux focus majeurs, c'est d'avoir un focus sur les femmes, leaders sur ce talent pool externe, et on a une emphase aussi sur la région Asie, puisqu'on considère qu'on est encore trop centré sur l'Europe et on n'a pas suffisamment de représentants d'Asie. On a envie d'avoir plus d'Indiens, on a envie d'avoir plus de Japonais et de Chinois dans des fonctions managériales dans le futur. Et tout ça fait qu'on a 94% des positions qu'on juge comme critiques, ayant un successeur qui est prêt en interne ou en externe aujourd'hui. Le développement durable, ça c'est une partie importante. On a communiqué en externe qu'on voulait être totalement neutre sur nos émissions de CO2 à horizon 2025. C'est extrêmement ambitieux. On serait la première société du dispositif médicaux à atteindre cet objectif en 2025. Mais on n'a pas attendu ça, si vous voulez. Déjà en début d'année dernière, on avait fait notre premier meeting Global 16 avec plus de 4000 personnes participants en digital, et on avait évidemment pris cette décision 6 mois avant, bien avant la pandémie. On est en train de revoir les politiques voitures, où on a comme objectif d'avoir des politiques voitures qui soient à 100% hybrides, aujourd'hui au moins, pour qu'ils deviennent en 2023 ou en 2024 à 100% électrique ou hydrogène. On verra la technologie qui va être la plus propre. Et puis, je n'ai pas mentionné là-dedans, mais c'est aussi comment est-ce qu'au niveau de nos usines, on peut utiliser de l'énergie propre qui vient de l'éolien ou qui vient du solaire, et puis le reste du CO2 des émissions qu'on va continuer devoir à consommer, comment est-ce qu'on peut compenser ces émissions de CO2 en plantant des arbres, en participant à des projets de développement durable. L'engagement et la motivation des collaborateurs, c'est aussi un point très important. On est passé d'un index d'engagement de 64 à 72 en un an, et pendant le temps de la pandémie, donc c'était quelque chose d'extrêmement positif. On est passé aussi à une façon de faire, on avait des enquêtes d'engagement une fois par an, qui étaient globales, avec 50 questions, à un système de pôle surveille avec beaucoup plus de questions qui sont gérées en local, avec des questions qui sont en local, et avec 10 ou 15 questions maximum, mais qui reviennent de façon beaucoup plus récurrente. Et puis, on est passé aussi, on a changé la façon dont on questionnait les collaborateurs. Avant, c'était « qu'est-ce que vous pensez que la société fait bien ou mal ?» Et maintenant, on a arrêté ça. On a des questions qui sont beaucoup plus orientées sur le collaborateur en disant « quel est votre degré de satisfaction sur ça ? Est-ce que vous avez suffisamment de feedback de votre management ? Est-ce que vous pouvez
parler haut et fort et vous exprimer suffisamment. Enfin, plein d'autres exemples. Ensuite, les nouvelles façons de travailler, ça fait le buzz aussi, tout le monde y réfléchit, tout le monde est en train d'en parler. Comment est-ce qu'on peut plus travailler de chez vous? Chez nous, on avait aussi pris le parti d'être très en avance là-dessus. Je vous donne un exemple. Moi, je suis basé à Barcelone, mon patron est basé à Barcelone, notre responsable marketing est basé à Paris, notre responsable financier Global Sales est basé à Dubaï et on fonctionne comme ça depuis 5 ans et ça fonctionne très bien. Un autre exemple, le directeur financier des États-Unis, qui est notre plus gros marché, est basé en Espagne. Il a son équipe aux États-Unis. Ça se passe parfaitement bien. Ils sont connectés en visio tous les jours sans que ça pose aucun problème. Et au début de la pandémie, très rapidement, on a posé la question à 6000 collaborateurs qui pourraient être éligibles au travail en remote. Et on a été très agréablement surpris puisque 93% des gens qui ont été questionnés nous ont dit, même après la pandémie, on souhaite, on voudrait travailler beaucoup plus en dehors du travail. Et parmi ces 93%, 73%, donc une écrasante majorité, a dit vouloir travailler 3 ou 4 jours plutôt qu'un ou 2 jours au bureau. Et donc, on est en train de mettre ça en place au premier semestre partout dans le monde pour équiper les gens au niveau, pour équiper les postes de travail au niveau de leur chez eux, pour avoir une force vive de travail qui soit plus flexible et pour améliorer les conditions de travail et l'équilibre vie privée, vie professionnelle aussi à l'avenir. Puis le dernier exemple, c'est on aspire à être une société apprenante. Donc on met en place, on donne un certain nombre de ressources, on met un certain nombre de ressources à disposition des collaborateurs. On a une e-library avec plus de 3500 livres qui sont téléchargeables. On a aussi plus de 3000 formations via LinkedIn, un portail LinkedIn qui sont accessibles pour nos collaborateurs. Et en gros, on leur dit, n'attendez pas qu'on vienne vous voir pour vous dire ce que vous devez faire, mais prenez en main, prenez-vous en charge quand il s'agit de votre développement personnel. On a aussi mis en place un programme de développement avec Harvard Business School l'année dernière et on a eu 3 sessions avec des professeurs émérites d'Harvard et on a ouvert ces sessions aux 1500 managers du groupe et ça a été extrêmement apprécié. Et puis ensuite, on a changé aussi notre façon de gérer, d'appréhender la performance chez Gettinge. Il y a déjà 3 ans, on a complètement supprimé les ratings de performance. On pense que la société est un microcosme où on est tous adultes. On n'a pas besoin de donner des notes pour motiver les gens. On n'est plus à l'école. On est tous responsables. On a tous des familles. Donc on n'a pas besoin de notes et où on prend le parti de passer dans les discussions 20% uniquement regarder ce qui a été fait et 80% sur regarder dans le futur et regarder à comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire croître les collaborateurs et de développer la performance future. Donc, on est plutôt dans le développement plutôt que dans l'assessment et c'était une façon de faire historique. Voilà, j'arrive avec 20 minutes, donc maintenant je suis ouvert à toutes les questions ou les remarques qu'il y aurait éventuellement. Merci Guillaume pour ton intervention. Je vous rappelle pour les questions et les réponses, vous avez un onglet en bas Q et R. Vous pouvez poser directement vos questions. En attendant, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous accueillons le président de G&G et la semaine d'après, nous accueillons Cédric Devise sur le contenu. Donc, Guillaume, quelques questions à te poser suite à ton intervention. La première question, c'est quels sont les indicateurs à mettre en place pour une politique de développement durable? Donc, je pense qu'on parle de global indicateur. Oui, alors on a des indicateurs par biais. Ce qui est important et ce que j'ai omis de dire, c'est que on est responsable au niveau RH du développement durable, mais on est responsable de créer la stratégie. Ensuite, ceux qui vont délivrer la stratégie, c'est les différentes fonctions. Donc, on va assigner
des objectifs. Global Sales, nous, on a des objectifs, mais chaque business unit, les industriels ont des objectifs avec différents indicateurs de performance. Et on a un système informatique où on va répertorier en fait toutes nos émissions de CO2, les impacts qu'on a sur les différents indicateurs. On va suivre ça. Ces indicateurs sont audités par PwC. Et ensuite, on a chacun des objectifs à suivre. Et puis, on mesure les émissions de CO2. Par exemple, pour les véhicules, on demande à nos loueurs partout dans le monde de remonter via directement ce système IT les émissions de CO2. Et on se fixe des objectifs de réduction de CO2, d'émissions. Et puis, on mesure pour s'assurer qu'on va réellement délivrer. Les Suédois, les Vikings, sont des gens qui sont assez pragmatiques. Donc, tout ce qu'on fait se traduit par des plans d'action avec des actions très concrètes et puis des objectifs. Alors, je n'ai pas les indicateurs de performance en tête parce qu'il y en a peut-être une vingtaine, mais je peux vous assurer que c'est suivi et qu'on a aussi, parce que la transparence est importante quand vous parlez de développement durable, c'est aussi dire ce que vous allez faire, mais c'est aussi revenir vers le public et vers l'externe en tenant informés aussi nos actionnaires et la communauté financière de ce qu'on a fait. Donc, on communique, on a un rapport de développement durable qui est publié tous les quarters où vous pouvez retrouver sur Internet les objectifs qu'on s'est fixés et tous les trimestres ce qu'on a délivré en fait. Merci. Donc, j'ai une autre question de Flora. Concernant le développement durable, des efforts ont-ils été faits sur les matériaux ou les produits eux-mêmes? Oui, alors on a tout ce qui est, j'ai pas mentionné, mais on a tout un aspect dans le développement durable, éco-design. Donc on a nos ingénieurs au niveau de la R&D. On essaye de, très en amont du développement des produits, de prendre ça en ligne de compte. Et donc, quels matériaux est-ce qu'on va utiliser? Où est-ce qu'on va sourcer nos matériaux? Est-ce qu'on fait venir les matériaux de Chine? Ou est-ce qu'on va chercher, par exemple, le bois dans des forêts qui sont proches? Où est-ce qu'on va sourcer les pièces détachées? C'est des éléments qui sont importants, très importants dans notre activité R&D et dans la production, définitivement, clairement. Est-ce que tu pourrais dire que vous utilisez des méthodes de lean management? Oui, on utilise essentiellement au niveau industriel des méthodes de lean management. C'est moins le cas sur la population, sur les aspects commerciaux, mais au sein des usines, oui, on a des black belts en lean management un peu partout dans les usines et on essaye de s'améliorer. On est, je pense, pas en avance, on est dans la mouvance, je pense, de ce qui est fait dans le dispositif médical aujourd'hui. Alors, une question sur un peu plus la conscience collective de Monsieur Toussaint. Quels seraient les leviers que vous conseillerez pour faire bouger les lignes dans une entreprise très conservative dans son approche de la performance? Oui, alors nous, je pense qu'on a la chance qu'on a, c'est d'être une entreprise suédoise avec une base de comment est-ce qu'on dit, les actionnaires, l'actionnaire majoritaire et la grosse base de nos actionnaires sont en Suède. Et pour les Suédois, le développement durable est quelque chose de prédominant. Donc, en fait, c'est une demande de nos actionnaires et du board. C'est une attente très forte qu'on ait cette stratégie qui soit très ambitieuse. Donc, à partir du moment où ça vient du haut, on n'a pas tellement à convaincre le comité de direction et les strates inférieures, puisque c'est déjà dicté par le board de la société et les actionnaires. Et donc, ça facilite l'implémentation parce que ce n'est pas pour discussion. On peut discuter des manières, des plans d'action et des indicateurs de performance et des objectifs, mais on ne discute pas ce n'est pas négociable en fait. C'est quelque chose qu'on va devoir faire et qu'on doit faire. Et ensuite, je reviens un petit peu aussi à l'objectif de sélectionner des gens qui vont
bien matché avec les valeurs de l'entreprise, parce que je pense qu'on doit recruter des gens pour lesquels le développement durable ait du sens. Un commercial qui est intéressé par se faire plein de fric, par avoir une super grosse voiture et de gagner une Rolex parce qu'il va être le meilleur vendeur du monde, cette personne-là, elle est peut-être hyper performante, elle n'est pas faite pour venir chez Getinge aujourd'hui. On veut attirer des profils qui n'ont pas de réticence à pouvoir conduire un véhicule hybride ou ces choses-là. Et on sait que ce n'est pas légion partout dans des fonctions commerciales ou autres aujourd'hui. Et j'ai une question un peu plus, donc du coup, dans la même veine, c'est comment tu t'es organisé toi sur, tu t'as fait une AG, comment ça s'est passé pour toi en interne? Alors, moi, je suis responsable au niveau global, donc on a discuté beaucoup avec le comité de direction global au niveau de commercial, de Global Sales. Et puis ensuite, on est une entreprise décentralisée où on donne la responsabilité où elle fait du sens. Donc, nous, on est responsable d'avoir bâti cette stratégie. Et ensuite, on est responsable d'expliquer cette stratégie et ensuite de demander au niveau local de développer des plans d'action et d'être force de proposition. On ne veut pas dicter le comment et quoi doit être fait. Ça doit venir des entités locales. Donc, chaque pays et chaque fonction s'est fixé ses propres objectifs. Et on est en train de bâtir ça. Hein. On a vraiment travaillé énormément sur l'ambition et la stratégie des dernières. Et cette année, sur le premier semestre, on est vraiment sur le fait de boucler ces plans d'action au niveau local. Merci. Une autre question de Régis. Envisagez-vous d'aller chercher une certification de développement durable de type B Corp ou autre? Oui, alors tout ce qu'on fait, on essaye de le faire sous l'égide des recommandations des Nations Unies. Alors, il y a plein de niveaux de certification, il y a plein de… Et donc, on va rechercher ces certifications-là clairement, qui sont multiples prochainement, que ce soit certifié les produits et le fait qu'on les ait développés en étant éco-design, certifier nos bureaux, comme quoi ils vont être peu gourmands en termes de CO2 et d'énergie. On va certifier sur le traitement de nos eaux usées, on va certifier sur plein de différentes composantes. Ok. J'ai une autre question de Florence. Comment accompagnez-vous en interne les femmes managers pour les faire progresser dans la hiérarchie? Oui, alors on a un système de mentorship. Donc tous les talents féminins, on essaye qu'elles aient un mentor, si possible une autre femme, ou si possible peut-être quelqu'un qui soit encore plus élevé dans la société qu'un mentor aurait pu l'être normalement. On fait aussi du coaching, et puis on a des plans d'action et de développement pour essayer de développer les femmes peut-être plus rapidement qu'on aurait développé d'autres collaborateurs parce qu'on veut faire grandir ce talent pool assez rapidement. Je suis désolé, Marion, mais je vais devoir quitter le call parce que j'ai un autre call qui va commencer. Par contre, je vous remercie encore tous et j'invite n'importe qui à me contacter via LinkedIn. Je serai très heureux de pouvoir continuer à discuter via LinkedIn ou via quelque autre plateforme si vous le souhaitez. Merci, merci à vous, Guillaume, pour ce partage. Et en effet, on envoie le replay dès le lendemain. Vous pouvez le consulter sur l'académie. Et merci pour vos nombreuses questions et à tous les participants. Super, merci à tous. Et puis merci beaucoup à Julien et merci Marion, merci à Invivox. À très bientôt. Merci. Au revoir.